Sunderlight Production. Un départ de Tour de France historique, C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez les chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz, présenté par LTDG depuis les routes du Tour de France. Et oui les amis, sur ce mois de juillet, on est tout du long sur les routes du Tour de France grâce à Decathlon. Et du coup on va vous faire vivre le Tour de France en inside. Et sur ce podcast, on va prendre le temps de vous raconter toutes les anecdotes qu'on a sur les routes. Et aussi tous les résultats, tout ce qu'on voit sur les paddocks, pour que vous ayez le maximum du coup d'explications et de visibilité sur ce Tour de France. Aujourd'hui, le but c'est de vraiment vous montrer l'ambiance, tout ce qu'on va pas voir à la télé. On va parler des résultats bien évidemment, mais on va aussi parler de tout ce qu'on vit nous sur le bord des routes, comment ça se passe un Tour de France, qu'on est là pour médiatiser cet événement, qui est l'un des plus gros événements mondiaux. Et je te propose Antoine qu'on parte directement là pour l'Italie, pour Florence, et qu'on parle un peu du grand départ. Ouais, avant de partir sur le grand départ, je voudrais dire que c'est du coup 3 hors-série sur le Tour de France, des podcasts où vous serez dans les coulisses en immersion sur le Tour et qu'on retrace ça directement à Florence. Alors Florence qui a accueilli pour la première fois de son histoire le grand départ du Tour de France, l'Italie. Et alors qu'est-ce que tu as pensé de cette ambiance des supporters avant de partir des résultats? Bah, en vrai, moi j'ai kiffé le grand départ à Florence, Antoine, parce que j'adore l'Italie, tu vois, et c'est une ville que j'ai kiffé. Après j'ai trouvé, c'est vrai qu'on n'y est pas passé très longtemps, on y a passé une soirée, puis après le grand départ, on est parti parce qu'on a dû passer par Bologne pour faire la reco de la côte de San Luca avant d'arriver, bref. J'ai trouvé qu'ils avaient un peu mangé le jeu que Bilbao, tu vois, peut-être que tu vois Bilbao, ça faisait longtemps qu'ils attendaient le grand départ et c'est vraiment, ils puent le vélo. J'ai l'impression qu'à Florence, c'était pas autant, en tout cas dans les rues. Après, à ce qui paraît, à la présentation des équipes qu'on n'a pas pu aller voir et dans le départ fictif, c'était un peu le bazar. En tout cas, sur le matin du départ, sur le paddock, raconte-moi un peu l'ambiance qu'il y avait. C'était vraiment les tifosi. On en parle souvent des supporters italiens sur le Giro qui sont tout le temps à fond, qui s'y connaissent. Et en effet, ils s'y connaissent et tout, mais c'était un peu le souk quoi par rapport à la France et des supporters un peu plus fans qu'en France, j'ai envie de te dire, du coup, qui font tout pour aller voir les coureurs, qui parfois escaladent des barrières. J'ai vu même des gars qui avaient craqué des fumogènes sur le paddock Devant la LIF devant la IF Education First sur le grand départ du Tour. Donc en vrai c'est cool pour l'ambiance, mais ça fout un peu le bordel avant le grand départ et ça vraiment le premier jour nous tu vois on n'a pas pu trop filmer, pas pu trop taffer les coureurs. Du coup Yann Hirt il s'est cassé 3 dents parce qu'il s'est fait renverser par un sac à dos d'un mec qui avait rien à faire sur le paddock au départ. C'est clair que c'était un peu plus le bordel qu'à l'habituel sur le Tour de France. Normalement c'est bien organisé, c'était sécurité. Là c'était un peu plus le bazar, les gens ils avaient déplacé les barrières et tout, c'était n'importe quoi. Mais c'est ça aussi qu'on kiffe, t'as vraiment ce truc de dire que les supporters sont tellement fans et ils sont passionnés. Mais ouais, en tout cas c'était une grosse ambiance au départ, c'était très particulier comme tu l'as dit, on n'a même pas pu travailler sur le paddock, pas pu faire d'interview, rien pu faire. Ouais, et surtout que nous, du coup, sur tout ce Tour de France, on travaille avec Decathlon et Decathlon AG2R La Mondiale. Et du coup, avant le départ, ce qui a noté sur ce grand départ, c'était la chaleur. Toute la saison, il a fait plutôt frais sur les courses de vélo. Et là, vraiment, il y avait une grosse chaleur, on s'approchait des 40, je crois qu'on était à 35 de moyenne sur la course. Et Félix Gall nous l'a dit à l'arrivée, qu'il était à 34 sur son compteur de moyenne. Et du coup, on était vraiment sur la température, c'est ça qui a joué peut-être sur le score, mais on a vu une première étape, Grégoire, historique à Florence. Ouais, finalement historique, c'est un peu le mot de ce début de Tour de France là après l'étape du jour, là on va y revenir sur plus tard. Mais effectivement une belle grosse échappée, une échappée qui allait au bout sur ce Tour de France avec un coureur qui a résisté, c'est Frank Vandenbroek, le coéquipier de Romain Bardet. Alors pour faire le petit résumé, vous l'avez tous vu, Romain Bardet sort dans une bosse à 40-50 km de l'arrivée. Vandenbroek l'attend, à 2 ils reviennent sur les 2 derniers échappés, il y avait Madouas essaie de s'accrocher, finalement il lâche. Et pour 5 petites secondes, Romain Bardet et Frank Vandenbroek arrivent au bout. On veut la Légion d'honneur pour Vandenbroek parce que Romain Bardet va après ça porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Non mais historique, Romain Bardet qui annonce sa retraite, qui prendra sa retraite en 2025 et que ce serait son dernier Tour de France. Sur la première étape de son dernier Tour de France, sur plein de panache, libéré du classement général, il s'envole, il vient prendre le premier maillot jaune à la première étape. À noter qu'il avait jamais porté le maillot jaune. Parce qu'il avait déjà fait 2 fois podium, une fois deuxième, une fois troisième, mais il avait jamais porté le maillot jaune.
Ouais, en vrai c'était trop émouvant. Alors on n'a pas pu trop l'approcher, c'était forcément il était très demandé, et on n'a pas les mêmes accès que sur les autres courses, Ah, forcément moi c'est j'ai Tour de une France. petite anecdote moi sur lui. 2 jours après, j'étais dans la voiture de Decathlon H2R, dans la voiture de directeur sportif, une expérience de malade. Et Romain vient dire bonjour à Julien Jordi, son ancien directeur sportif chez, à l'époque c'était AG2R La Mondiale. Et là, je descends la fenêtre et Romain il me voit et Romain qui me fait ah mais t'es là toi. Et après il se retourne vers Julien Jordi qui lui dit putain vous en foutez vraiment de l'étape du jour si vous le prenez dans la voiture en rigolant. Mais voilà, Romain détendu et surtout libéré du classement général qui a pu faire le show et prendre le maillot jaune. D'ailleurs, Enfin, on vraiment l'a vu incroyable. dès le lendemain, d'ailleurs, pour faire la transition, parce que bien sûr, en étant proche de l'équipe AG2R, Decathlon AG2R La Mondiale, anciennement AG2R La Mondiale, qui est l'ancienne équipe de Romain Bardet, forcément, on a pu avoir des réactions, avec notamment Vincent Lavelu, avec notamment Julien Jordi, comme tu l'as dit, le soir même, qui était très ému, hein, qui nous expliquait qu'ils avaient passé énormément de temps en stage. On sait que Romain Bardet, c'est le coureur qui a commencé français, qui a commencé à dire que c'était important d'aller faire des stages, très sérieux, très appliqué. C'est lui qui a fait évoluer grandement cette équipe, mais dès le lendemain, il a perdu le maillot jaune et on l'a vu se désintéresser du général d'après. Mais Par contre, cette il étape, avait annoncé, même après sa victoire, il l'a dit en conférence de presse, il a dit non mais je suis vraiment libéré parce que je cours comme j'ai toujours voulu courir et détaché du classement général avec du panache et ça lui a souri. Ça lui a souri, mais malheureusement le lendemain, Pogacar avait décidé autrement. ouais, Pogacar, le lendemain, c'était l'étape qui arrivait à Bologne. Notamment avec la terrible ascension de San Luca que tu as pu faire toi à vélo. Parle-nous-en un petit peu de cette côte que toi t'as roulé. Moi j'ai pas roulé, je suis blessé. J'étais dans la voiture de directeur sportif. Mais c'est un enfer. En fait, c'est quand tu vois les tracés et tout ça, tu te rends pas compte, mais c'est quand t'es dans la côte que tu te rends compte de l'enfer. T'as 2 kilomètres à 11% et c'est horrible. T'as des rampes à plus de 20%, c'est vraiment l'enfer. Et T'as le virage Pantani, notamment ce moment où tu passes un petit pont. En fait, les coureurs ils passent un petit pont et t'avais deux épingles. C'est là où on était avec les supporters, avec les tifosi, les supporters italiens. Et en fait, ouais, c'est hyper abrupt ce passage-là. bah, c'est hyper abrupt. Et c'est d'ailleurs là que Pogacar a attaqué Vingegaard et qui a lâché quasiment tous les favoris. Même si derrière Remco arrive à rentrer. Mais je te propose qu'on revienne sur le début de course. Une grande échappée avec des Français, avec Paché, avec Axel Laurence et avec Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui va faire une étape de malade après être passé pas loin des 2 titres de champion de France à 3 secondes du titre de champion de France de chrono derrière Bruno Armirail. Il vient s'imposer sur le Tour de France. Première victoire sur le Tour de France de Arkea Samsic. Ouais. Arkea BNB, pardon. Arkea BNB, ouais. Et effectivement, c'était une magnifique victoire en échappée. Hein. En costaud, il est sorti, il s'impose devant Abrahamsen, devant Quentin Paché. Dans le top 10 également, tu l'as noté pour les Français, Axel Laurence. Et aussi Jordan Jega qui était dans l'échappée, il termine 11ème. Donc c'est que, bah, à part j'ai envie de dire Quentin Paché qui est plus expérimenté, que des jeunes coureurs de notre génération. Les trois, ils sont de notre génération, Antoine. C'est des 2001, où je crois que juste Jordan, c'est un 2000. Donc ça fait plaisir de voir cette nouvelle génération comme ça prendre française, prendre les devants. Il y a du très lourd qui arrive avec notamment on les voit les coureurs de Chambéry, les Paul Sexas, les Aupin Sparfel, tu vois. Mais là belle génération et surtout première fois depuis 1968, je crois, je l'ai dit dans ma vidéo, faut aller voir la vidéo ou 58, je sais plus Non, 68 ou 61, je crois. que deux Français s'imposent sur les deux premières étapes du Tour de France, donc c'est assez exceptionnel. Ouais, d'habitude, ces dernières années, on est plutôt à 3 jours de l'arrivée. Oh, faut que quelqu'un gagne. Christophe Nelaporte nous avait sauvés il y a 2 ans, ou l'année dernière. Et là, il y a 2 ans. Et là, vraiment, déjà 2 victoires françaises, magnifiques. Et au général, Pogacar, 4ème le premier jour. Pogacar, il re-attaque le 2e jour dans San Luca pour essayer de tester Vingegaard. Mais pour le moment, Vingegaard s'accroche à la roue. Et aussi, une surprise pour ma part, toi Grégoire, t'y croyais, mais c'est Evenepoel qui s'accroche aussi. Bah moi, depuis le départ, je te dis que j'y crois à Remco. Honnêtement, là, je l'ai vu sur les paddocks, je l'ai même pas reconnu. Il est métamorphosé, il est tellement affûté, tellement sec, les joues creusées. Je vais lui demander son régime parce que faut qu'on perde un peu. Moi, il faut que je perde un peu de poids, mais non, sans rigoler. C'est abusé, c'est vraiment abusé comment il est et il est au niveau, il s'est préparé parfaitement et on va le voir avec notamment l'étape du Galibier, mais Remco il s'impose comme le grand favori pour le moment pour le podium. En tout cas, voilà. Le podium, ouais, le grand favori pour le podium derrière les deux cracks. Oui, exactement, derrière Pogacar et Vingegaard. Mais c'est vraiment là, les 5 premiers jours du Tour de France, ces 5 premiers jours où on a eu que des grandes premières, puisque le lendemain, Antoine, on a eu de la même journée 3 grandes premières. C'était une journée de sprint toute plate. Toi, t'étais dans la voiture de directeur sportif de Julien Jordi. On va raconter un peu, ce qui s'est passé. Mais du coup, les 3 grandes premières. Première victoire pour l'équipe Intermarché Wanty. Première victoire pour un gars d'Afrique noire, un coureur d'Afrique noire.
donc Binyam Girmay qui s'impose. Et c'est aussi la première fois, parce que Carapaz va prendre le maillot jaune, qu'un équatorien va porter le maillot jaune sur le Tour de France. Alors ouais, alors si tu veux on commence par le résultat et après moi je pourrais parler un peu aux gaziers qui nous écoutent de mon expérience dans la voiture DS sur le Tour de France, qui est une expérience de ouf, c'est ma première fois. Niveau du coup étape rompiche de sprint, un sprint final assez technique. Alors j'ai pu l'analyser dans la voiture avec Sébastien Joly, ancien directeur sportif de la Groupama FDJ et notamment des sprints pour Arnaud Démare. Et ensuite, et Julien Jordi, du coup, Julien Jordi qui est le directeur sportif historique de l'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Donc un parcours un peu technique et sur le final, même si c'était assez ligne droite, avec un virage à 1 km à 800 mètres de l'arrivée. Et là, ça tombe avec notamment Alexis Renard qui déraille, qui regarde un peu sa chaîne, le temps qu'il regarde, boum, il tombe. Et il fait tomber Philipsen. Donc Philipsen ne jouera pas la victoire sur ce sprint et à la fin c'est Binyam Girmay qui s'impose au sprint avec Arnaud Delis qui fait 2 ou 3 Grégoire, Gaviria qui fait 2 et Arnaud Delis qui fait 3, au 4ème Pedersen, 5ème Groenewegen, 6ème Phil Baos, 7ème Jacobsen, 8ème Davide Ballerini. Chez lui en Italie, on l'attendait peut-être sur l'étape de San Luca, il n'a pas pu être à l'avant. On attendait surtout un certain Mark Cavendish dans cette équipe, mais bon, il y a une chute dans le final, donc comme tu l'as dit, mais il y a beaucoup de coureurs qui ont été bloqués. En tout cas, une belle étape à Turin, une belle étape bien rompiche, bien belle étape du lundi de Tour de France pour dormir. Toi, il me semble que tu as fait pas mal. Sébastien Joly dans sa story. On n'a pas fini d'expliquer comment Richard Carapaz prend le maillot jaune parce que je pense que c'est marrant de l'expliquer. En fait, il est dans le même temps que Pogacar et il le prend au nombre de places cumulées. Alors, Richard Carapaz, il est allé faire le sprint, c'est marrant de le voir entre tous les sprinters. Il prend la 14e place entre Van der Berg et Ackermann. Donc vraiment, au niveau des sprinters. Il fallait qu'il reprenne 12 ou 13 places à Pogacar pour être devant au goal average, en gros, si je peux dire, par le nombre de places cumulées. Pogacar, il fait 38ème du coup. Au nombre de places cumulées. Richard Carapaz prend le maillot jaune, nombre de places cumulées, magnifique. Et premier équatorien à porter le maillot jaune. Et d'ailleurs, moi, cette étape, j'étais toute l'étape dans la voiture de Decathlon H2R avec les caméras Netflix et avec Julien Jordi, Sébastien Joly et Axel le mécano. Et franchement, une expérience de fou sur le Tour de France, même si c'était une étape assez longue. On a fait 6 heures de voiture, on est parti à 11h20 le matin, on arrive à 17h30. Vous pouvez demander à Sébastien là sur Insta, il m'a affiché, j'ai fait que dormir parce que c'est fatigant, il se passe pas grand chose, mais une expérience de malade. Surtout avec Sébastien, donc Julien était en conducteur. Et sur tous les sprints massifs, en fait, c'est Sébastien Joly qui va être le DS pour les sprints. Et du coup, Sébastien m'a fait une superbe transmission en m'expliquant tout. Et j'ai pu voir à quel point tout était poussé au maximum. Tu n'hésiteras pas à me poser des questions parce que je n'ai même pas eu le temps de te raconter tellement qu'on est dans le jeu. Mais alors, ils ont des applications pour tout est compté. La météo, ouais, j'ai vu. En fait, j'ai vu la vidéo YouTube, mec. Oui, allez voir notre YouTube, c'est important. Tous les jours, on fait des petits reportages sur YouTube, donc allez voir. Mais voilà, donc oui, ils ont des applications avec la météo. Ils bossent avec un météorologue personnel pour savoir. Et ils avaient prévu peut-être des petits orages à l'arrivée à Turin. Finalement, au dernier moment, ils disent ça tombe pas. Et une demi-heure après l'arrivée, ça tombe. Ouais, et un vrai orage. Hein, j'ai vu. On était déjà partis, non, mais j'ai vu la story de Yo-Yo. C'était un Johan Ofredo. Un vrai orage. Mais ouais, en tout cas, une étape de sprint où finalement il s'est rien passé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça. Surtout, il y avait plein d'autres choses dans la voiture qui sont à voir, comme il m'a expliqué, du coup, il m'a montré le diaporama de comment organiser un sprint, et c'était impressionnant dans la voiture. À un moment, en fait, dans les 10 derniers kilomètres, le DS ne dit plus rien, et en fait, avant ça, les coureurs apprennent par cœur le final de l'étape. Donc les 10 derniers kilomètres, peut-être pas les 10 derniers kilomètres, mais les 2 derniers kilomètres, ils le connaissent. Les 5 derniers kilomètres, ils connaissent par cœur. Et chacun a son rôle. Et on sait que par exemple, Bruno, il roule jusqu'au 5e kilomètre. Après, c'est Dorian. Après, c'est Oliver. Et Oliver Nassen, c'est vraiment le patron de l'équipe. Et d'ailleurs, à 15 km de l'arrivée, il commence à dire: bon les gars, maintenant plus personne ne parle dans l'oreillette, il y a que moi qui parle pour donner les consignes, pour emmener Sam Bennett sur un plateau d'argent pour le sprint. Bon, ça n'a pas payé, mais ça aurait pu payer. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment 2 trains. Il y a le train de sprinter pour Sam Bennett et le train de favori pour Félix Gall. Pour Félix Gall. Et vraiment hyper intéressant d'être dans les coulisses dans tout ça. Allez voir la vidéo de YouTube, encore une fois, on en dit un peu plus. Mais c'était une expérience de malade avant de partir et voir sur le Galibier. Ouais, le lendemain, étape du Galibier, on sort d'Italie, hein, on parle de Pinarello,
et on arrive à Valloire tout simplement en passant 3 cols. On a 2 passages au-dessus de 2000 mètres d'altitude, on a 3600 mètres de dénivelé positif pour 140 km. C'était la première vraie étape de montagne avec le premier vrai col en France. Alors déjà tu commences par le col de Sestrières, alors c'est très long mais très roulant, c'est 40 km à 3%. Ensuite la petite montée de Mont-Genève dont on a souvent parlé parce qu'on est déjà allé faire la reco. Et enfin le terrible enchaînement Lautaret-Galibier. Toi, tu l'as fait à vélo, explique-nous pourquoi, et explique-nous pourquoi c'est pas si terrible que ça. Bah, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait 20 phases dans le Lautaret pour les professionnels et nous dès le matin. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a organisé un petit ride. D'ailleurs, c'était hyper cool. France TV nous a fait un petit reportage dans Vélo Club, c'était vraiment sympa. Un petit ride avec les abonnés pour monter le Lautaret et le Galibier le matin même. Et c'est pas si dur parce que c'est roulant. Le Lautaret, il est très très roulant. Et après, le Galibier, il est un peu plus dur, mais c'est que entre guillemets, que 8 km. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'étape, on a vu une échappée avec pas mal de Français, dont David Gaudu. David Gaudu, Barguil, ouais, on avait pas mal de David Gaudu qui reprend des sensations, parce qu'on parlera pour parler de la Groupama FDJ. Ils ont pris un tir, Lenny Martinez et David Gaudu, les deux coureurs qui auraient pu jouer un classement général, qui sont très loin, donc tant mieux, ils vont pouvoir jouer les échappées. David a retrouvé des sensations a priori, donc ça c'est chouette. Et oui, une grosse échappée, mais bon, le problème c'est que l'équipe, il y avait même Van Der Poel devant, mais le problème c'est que Pogačar avait décidé qu'il voulait gagner cette étape, et on sait comment c'est, quand l'ogre slovène a coché quelque chose, l'ogre slovène va gagner. Et là, on peut dire que son équipe, la team UAE Emirates, s'est imposée comme la meilleure équipe du peloton en roulant, mec, carrément, tellement ils étaient faciles et forts. Ils étaient gros plateaux à prendre des relais, Joao Almeida et Juan Ayuso, dans le Galibier. Ils prenaient des relais dans le Galibier, mec. Ouais, ils ont fait péter tout le monde. Même avant le Galibier, dans le Lautaret, c'était Michael Landa et Police qui qui étaient à l'avant. Michael Landa, Pavel Sivakov. Pavel Sivakov. Ouais. J'ai dit Landa. Ouais, Pavel Sivakov. Et là, c'est marrant, on a vu les réactions encore une fois de l'équipe Decathlon à G2R la mondiale. Et ça disait derrière que dans les roues, c'était à 400 watts. Ils ont monté comme des porcs en fait, la UAE. La UAE, ils ont monté comme des porcs. Et à la fin, et bah Pogačar attaque. Et là, il y a que Vingegaard qui suit la roue. Et pour une fois, on a vu là où d'habitude Pogačar, il est vraiment, il attaque vraiment explosif et tout. Là, je trouve qu'il est plutôt monté au train. Et c'est devant nous, c'est marrant, à 800 mètres de l'arrivée, devant nous, qu'il lâche Vingegaard. On s'était mis dans des lacets à 1 km du sommet, c'est vrai. 800 mètres. Ouais, 800 mètres, et c'est vrai que le Tadej il mettait des relances d'enfoirés dans les virages, et dans les deux, en gros on était dans une épingle, on voyait celle d'en dessous et celle d'au-dessus, mais en gros dans celle d'en dessous il met une première petite relance, Vingegaard est un peu lâché, et dans celle juste au niveau où on était il en remet une, et là Vingegaard il vacille, finalement il bascule en haut du Galibier qu'avec 10 secondes, et c'est dans la descente que Pogačar va faire la diff. Pogačar va rouler comme un fou dans la descente, hein. On parlait avec Billy, on fait une bise, hein, qui est photographe pour ASO, donc il est sur les motos, et qui disait qu'il était obligé de rouler comme un fou pour pas bloquer Pogačar dans la descente carrément. Après ça s'est regroupé derrière, hein. Remco a pris un petit éclat parce qu'il a dit quand même, ça peut être quelque chose qui a noté, hein. Remco a peur des descentes depuis sa chute au Pays Basque, hein. C'est ce qu'il a dit en salle de presse. Et finalement Remco va faire 2 de cette étape, hein, mec. Mais c'est costaud. Là parce que Vingegaard il fait pas le sprint, hein. Ouais. Il prend même 2 secondes, une cassure de 2 secondes sur le sprint par rapport à Roglic et moi ce que je note, c'est que là Pogačar il voulait gagner cette étape, il l'a gagné, il reprend 37 secondes à Vingegaard. C'est énorme. Et donc Vingegaard un peu moins bien. Après c'est que 35 secondes, c'est beaucoup, mais je me dis bah voilà, on a vu l'année dernière Vingegaard sur un chrono il peut en prendre 40. Rien n'est joué, mais l'année dernière quand Pogačar il vacille dans les Pyrénées, je sais plus quelle étape c'était, il y avait le Tourmalet, il me semble, c'est l'étape où Jay Hindley prend le maillot jaune. Et ben le jour d'après, avec l'arrivée à Cotré-Cambasque, et ben là c'est Pogačar, enfin ça s'était inversé. Et ça qui est trop cool entre les deux, c'est qu'on va avoir un super duel jusqu'au bout et que ça fait que commencer et qu'il y a déjà que des trucs historiques. Et nous dans le Galibier, on était dans le col pour aller supporter l'équipe Decathlon à G2R et on s'est régalé toute la journée. Ouais, c'est ça. Retrouvez-nous dans l'école parce que souvent on aura des petits kits du supporter à vous distribuer. Alors on a plein de trucs. Là on distribuait des tentes, des chaises de camping et on avait même du coup des terrains où on pouvait jouer au volley et tout. Donc on vous attendra dans l'école, notamment on sera dans le Tourmalet, on va camper dans le Tourmalet, donc rejoignez-nous pour camper dans le Tourmalet. Et là on va foutre le feu et franchement ça fait plaisir d'être de retour en France, de retrouver le public du Tour, et c'était une folie. Et voilà, pour revenir sur l'aspect sportif, c'est Remco moi qui m'a pas mal surpris parce que déjà il était pas très loin de Pogačar et Vingegaard dans le Galibier, et surtout qu'il revient sur le groupe Vingegaard en haut du sommet, et après ça
il repère du temps dans la descente, il revient sur le plat et il tape le sprint des outsiders derrière Pogacar. Il m'a impressionné, je l'attendais pas à ce niveau-là. Et surtout, comme tu l'as dit, il est affûté, sa mère. Bah, tu verras, Remco, moi je te l'ai toujours dit. En tout cas, ouais, une belle journée dans l'école. La vidéo devrait sortir. Là, elle est sortie ce soir. Elle va sortir bientôt sur Instagram. Et il y aura le format long qui va sortir sur YouTube sur cette journée de ouf dans le Galibier. On en arrive au jour d'aujourd'hui, Antoine. Mercredi, 5ème étape du Tour de France. Un sprint Ça vient de se passer là. entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Et une étape avec 2 échappés, 2 Lyonnais d'ailleurs. Nous ce soir on est à Lyon, on est rentré dormir chez nous parce que demain ça repart de Mâcon, donc on est pile entre les deux villes. Ça nous permet de nous poser un petit peu à la maison et on a fait peut-être la pire erreur dans le Tour de France, c'est-à-dire se dire que c'est une étape de sprint, on va plutôt faire du contenu au départ et après foncer à l'arrivée pour monter des vidéos et faire un résumé un peu plus quali. Et au final on a raté, mec, là j'ai vraiment envie de pleurer, je te jure, quand j'ai vu ça à la télé, on a raté le record historique de victoire sur le Tour de France de Marc Cavendish. Il vient battre Eddy Merckx, il vient remporter sa Alors, 35e. il n'a pas battu Eddy Merckx au sprint en fait. Non, parce que là, il l'aurait battu au sprint dans tous les cas. Mais attends, là c'est bizarre, Eddy Merckx il court plus, mec. Non mais t'as capté, il vient battre Eddy Merckx et Marc Cavendish étaient à égalité de victoire sur le Tour de France 34. Marc Cavendish vient remporter sa 35e victoire du Tour de France à la pédale, sans faute, il y a rien qui peut le contredire. Sprint propre. Philipsen dans la roue. Et Philipsen à la rue aussi. Oui, et Philipsen à la rue qui arrive pas à le dépasser. Et à l'arrivée, magnifique, on voit tous les coureurs qui lui sautent dans les bras, qui le félicitent. Limite, en fait, moi j'aurais été sprinter, j'aurais freiné derrière lui. Je fais vas-y gamin, prends ta 35e victoire. Et c'est fou de le voir. Tout le monde est heureux. Et t'as vu, après l'arrivée, tous les coureurs du peloton, absolument tout le peloton, et aller le checker. On voyait les images, là on regardait sur France TV, tous les gars ils étaient là, ils allaient checker Cavendish et c'était trop heureux. Et je sais pas pourquoi, Antoine, mais je te jure que ce matin je l'aurais mis favori, je le sentais. D'ailleurs je sais pas si t'as vu, naturellement je suis allé vers son vélo, j'ai fait la présentation de son vélo, donc ça veut dire on va vous sortir une vidéo là, je vais aller faire un résumé maintenant, je vais parler un peu de Cavendish, je vais présenter son nouveau vélo qui a été fait spécialement pour lui avec plein de couleurs pour son dernier Tour de France. Mais ouais, je le sentais. On a parlé même avec son vidéaste, celui qui lui fait les vidéos sur le Tour de France pour l'équipe Astana et pour lui. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais que c'était son jour. Quand il était calme ce matin, il est sorti du bus. Comme d'hab, Cav, c'est un mec qui sort en avance du bus. Et il va pour aller signer les autographes, pour aller prendre des photos avec les fans, tous les fans qui sont devant lui. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Et je sais pas pourquoi ce matin, j'ai pris plein d'images de lui. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est son jour. Et on n'est pas allé à l'arrivée, j'ai raté ça. En tant que grand fan de vélo, j'ai vraiment une sorte de... Il faut pas que je l'ai, je sais, je fais tout le Tour de France, mais un peu des regrets. Je sais pas toi, mais je regrette un peu de pas y être allé quand même. Non, justement, je pense que c'est cool, on va pouvoir bien en parler. Et effectivement, ce matin, je l'ai trouvé bien. Il y a même un journaliste qui voulait lui poser une question, il lui a fait une petite blague en mode mais je dois aller sur le podium là, si tu payes mon amende de retard sur le podium, et je te fais la fête en interview. Il était détendu, il a l'expérience. Et il vient remporter ses 35e victoires méritées. Tout le peloton l'aime, tout le monde l'aime. Et franchement, bravo Marc, merci, c'était juste une folie. Pour le moment, le Tour de France est historique. On vient un Tour de France de malade. On a fait que 5 étapes. Tous les lundis, nous, on va vous faire le podcast. Là, on n'a pas pu parce que c'est un jour de repos. On était vraiment dans le jeu. Ouais, désolé savez, encore. Ça s'enchaîne. Vous savez, normalement, c'est lundi le podcast. Là, ça s'est enchaîné en fait à bloc. Et on devait le faire hier soir pour tout vous dire. Mais genre, on s'est levé ce matin en se disant mince. On a oublié, enfin non, c'était mardi matin, on s'est levé en se disant on a oublié. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On vous sort du contenu sur YouTube, on vous sort du contenu sur Insta, TikTok, YouTube Short. On y va à bloc, le podcast. Là lundi, on est à Orléans, ça sera la journée de repos et on pourra bien revenir sur cette fin de semaine. Et ouais, parce que vraiment, l'idée c'est de faire vraiment pendant 3 semaines des hors-séries. Focus sur le Tour de France et sur toutes les coulisses. On a les meilleurs accès. Tous les matins, on est au contact des coureurs. Limite, on les check. Encore ce matin, David qui nous envoie des messages parce qu'il veut venir nous voir sur le village départ. Ouais, parce que Lenny Martinez, à ce qui paraît, il avait jamais visité le village départ du Tour de France. Du coup, lui, le village partenaire, du coup, il lui a dit ouais, il faut que je fasse visiter à Lenny, vous si vous y êtes encore et tout. Au final, on les a pas croisés. Si on les a croisés ? Ouais, c'est vrai. Et voilà, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas vu Lenny. Ah, moi aussi, je suis allé voir Lenny. Il m'a fait un petit coucou. Il était avec son café, monté sur le podium. Ouais, j'ai vu, ils sont montés par derrière. Bref. Ouais, alors j'ai trouvé que le départ en Italie, il y avait moins l'énergie du Tour, et là je suis en train de la retrouver petit à petit, cette ambiance,
tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Ouais, c'est mon événement sportif préféré de toute ma vie. J'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans quand je dis ça, mais c'est genre, je kiffe la vibe, que ce soit dans l'école avec le public, que ce soit dans le village partenaire avec tous les partenaires du Tour de France, les acteurs, ceux qui font le Tour de France, ou que ce soit sur les paddocks avec les coureurs, les équipes. Et nous, on vous fait vivre tout ça, tout ce qu'on vit, on vous le fait vivre sur nos réseaux sociaux, mais aussi dans ce podcast. On prend vraiment le temps de vous raconter les coulisses et les anecdotes qu'on a vécues. Et il va y en avoir de plus en plus. Donc là, pendant 3 semaines, on va être full anecdotes sur le Tour de France. Donc suivez le podcast, suivez nous sur les réseaux sociaux, LTDG Sport. Et nous, on vous fait des gros bisous, bonne fin de semaine et hâte de voir dimanche les chemins blancs à 3. Ciao, ciao.